Retour sur ce plateau pour poursuivre cette émission avec la deuxième rubrique intitulée Analyse. Bonjour Marc Goudjanou, bonjour Henri Yambodé. Je commence par vous, Marc. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à mon très cher ami Henri Yambodé, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes, à tous les auditeurs de la 102.3, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour Carole, je remettais donc les mêmes salutations, les mêmes civilités donc surtout aux auditeurs de la 102.3 qui nous écoutent chaque jour et qui donc prennent plaisir à suivre cette émission, également donc à tous les internautes. C'est un plaisir de les retrouver ce matin. Voilà le sujet phare abordé par tous les quotidiens ce matin. Il s'agit bel et bien du gaz domestique, des réformes liées à ce produit de première nécessité. Désormais géré par l'État vers une baisse du gaz domestique, c'est le quotidien Matin Libre qui s'interroge ce matin suite aux différentes décisions prises en Conseil des ministres hier mercredi. Oui. Henri Yambodé. Bon, vers une baisse des coûts du gaz domestique. Bon, d'accord. J'ai fouillé un peu après donc, le Conseil des ministres d'hier. J'ai fouillé un peu pour en savoir un peu plus. Et dans mes recherches, j'ai eu vent de ce que, en 2016 déjà, en Conseil des ministres, le gouvernement donc, avait eu cette ambition, cette envie-là de travailler pour assainir ce milieu. Et il ne faut pas oublier que il y avait une commission qui a été mise en place en son temps, en 2016, précisément le 25 mai 2016, pour permettre que des réflexions soient poussées pour qu'il y ait des mesures soient prises pour une bonne accessibilité de ce produit-là aux citoyens. Et également, dans ce qui était décidé en son temps, en 2016, bien sûr, c'était de faire en sorte que les populations aient accès, bien sûr, au gaz, mais qu'on va encourager également les citoyens qui sont dans les points reculés d'avoir accès donc, aux produits. Aujourd'hui, on est en 2025, bien, je dirais 8 ans après, peut-être 8 ans après, le gouvernement a pris la décision, après bien évidemment un autre conseil des ministres, pour encourager les citoyens à ne pas continuer à utiliser le bois de chauffe, le charbon, mais également faire une ouverture sur ce produit-là. Déjà, il faut saluer cette dynamique-là. Mais moi, ma gêne, quelque part, ma gêne, c'est est-ce qu'avec la seule société, est-ce que tout le Bénin sera pourvu? Est-ce que tous les citoyens pourront avoir accès aux produits? Du moment où on sait que malgré qu'il y avait plusieurs sociétés qui sont des distributrices, bien sûr, de ce produit-là, on n'a pas eu donc à couvrir tout le territoire béninois. Mais avec la seule société aujourd'hui et où les bouteilles seront standardisées, est-ce que les Béninois auront accès aux produits? Donc, il y a un véritable travail à faire à ce niveau-là. C'est vrai, il y a, dans la décision, il y a un aspect qu'il faut saluer, c'est faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas une grande bourse aient également accès aux produits. Et donc, pour ça, ça permet également que mes amis qui sont à Djigbo, qui craignent très souvent le coût avant d'acheter le gaz et accès donc à ce gaz. Maintenant, au niveau du coût, proprement dit, est-ce que la société va faire en sorte que ce sera un coût uniformisé également qui permettrait aux citoyens d'avoir facilement accès à ce gaz-là? Pour moi, c'est déjà un pas que on arrive à reformer le secteur, à introduire des réformes qui permettent bien sûr que les bouteilles de gaz, on peut utiliser désormais la même bouteille de gaz
partout dans 3 mois. Mais il faut travailler également il faut travailler pour que les citoyens aient assez. Il faut travailler à une couverture nationale et ça va permettre, bien sûr, pour que tout le monde ait assez donc, aux produits. Ouais. Marc Goudianou. Bon, je pense que il faut d'abord louer cette décision qui est en train d'être actée déjà par le gouvernement parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs sociétés qui gèrent les gaz domestiques. Et la plupart du temps, le problème qui se pose est que lorsque vous êtes en rupture de gaz et que vous savez, on sait tous que généralement, c'est une seule société qui a la majeure partie des détentions des bouteilles de gaz. Et donc, si vous n'avez pas cette bouteille de gaz et que vous êtes en rupture, ça vous serait difficile d'aller vous recharger. Et l'autre difficulté est que les autres sociétés qui n'ont pas assez de stock en matière de bouteilles de gaz également sont limitées parfois à pouvoir desservir leurs clients. Ce qui fait que le stock qu'ils mettent à disposition est souvent insuffisant et donc ça pose également un autre problème. Alors, je pense que cette mesure qui est entreprise à travers la société des dépôts pétroliers du Bénin, Société Dépôts Pétroliers Bénin, est une grande avancée parce que ça va permettre quand même pour moi de centraliser tout ce qui est en matière d'approvisionnement en gaz domestique. Parce que le besoin est d'autant plus important aujourd'hui lorsqu'on parle d'énergie renouvelable. Le besoin est important où même le Béninois lambda du plus profond de chez lui doit comprendre que parfois l'utilisation du gaz domestique est beaucoup même plus économique que l'utilisation du charbon ou bien du bois de chauffe parfois. Le bois de chauffe, c'est vrai, c'est plus facile d'avoir accès à cela lorsque vous êtes dans une zone reculée. Le charbon également, c'est plus facile d'avoir accès à ça. Mais pour ceux qui sont dans les grandes villes, je pense que, mis à part l'utilisation du charbon pour certaines activités où peut-être la cuisson doit trop durer, c'est recommandé d'utiliser peut-être le charbon, même pour l'utilisation habituelle, quotidienne, pour les repas, je pense que c'est plus recommandé. Moi, je me rappelais que j'allais acheter quelque part dans un resto où le monsieur entend pour pouvoir vite faire les petits repas, il utilise un autre système là de charbon. Et finalement, je lui ai dit, mais ce que vous faites, est-ce que vous êtes sûr que c'est rentable? Parce que lorsque vous cumulez, que les gens, puisque les gens vont venir de façon en tout cas pas d'affilée, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, le feu risque de s'éteindre et que vous êtes obligé de rajouter encore du charbon pour que ça reprenne. Alors que si c'est le gaz domestique, vous coupez et en même temps vous rallumez. Et le temps même pour que le gaz domestique puisse fonctionner est beaucoup plus rapide que le charbon. Il faut attendre peut-être, c'est comme le charbon, c'est comme ceux qui ont les véhicules à moteur diesel. C'est-à-dire il faut un peu de temps avant que ça prenne et que quand ça prend réellement. Et donc c'est un besoin qui est primordial. Et à quoi on assiste généralement? C'est qu'il se fait que sur le marché, les prix ne sont pas harmonisés. Ou le même gaz de 6 kg que vous pouvez trouver chez X, vous allez chez Y, le prix diffère. Et donc, ça pose un problème d'harmonisation des prix. Mis à part cela, le second problème, c'est quoi? C'est la disponibilité, telle qu'on l'a dit. Où il y a une société qui a une grande partie de la part du marché. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir cela en tant que son gaz, sa bouteille en tant que client, et que vous avez une autre bouteille, et que vous êtes en rupture, c'est difficile pour vous de vous approvisionner tant que votre fournisseur n'a pas à disposition le gaz nécessaire. Et donc, pour ça, c'est toujours bien de pouvoir harmoniser. L'autre réalité, c'est quoi? C'est pour les distributeurs, par exemple, qui sont dans les zones reculées. Pour un distributeur qui est dans une zone reculée, par exemple, et à qui on doit faire l'approvisionnement dans les environs de Cotonou et qu'il doit aller vendre peut-être à Tchabikouma quelque part, par exemple, c'est qu'il est obligé d'ajouter le frais du transport, d'accord, aux frais de livraison auxquels il a pris, par exemple, chez le fournisseur. Et donc, ça fait que là-bas, le prix du gaz devient excessivement cher, contrairement dans les zones ici, en tout cas Cotonou et environ. Et donc, je pense que dans la droite ligne, par rapport à tout ce que le Conseil des ministres a pu expliquer, c'est pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et si ça va régler le problème d'harmonisation des prix, d'interchangeabilité au niveau des bouteilles, ça veut dire que c'est déjà une grande avancée parce que les bouteilles auront désormais une même couleur
il n'y aura pas bouteille verte, bouteille rouge, bouteille bleue à part pour ne pas nommer les sociétés. Et donc, toutes les couleurs seront harmonisées. Et quand c'est harmonisé, ça veut dire qu'à n'importe quel dépôt où vous allez, quel qu'en soit le type, le gaz que vous avez, la bouteille que vous avez, pourvu que vous échangez par rapport au kilo que vous voulez échanger, je pense que le problème est déjà réglé. La mise en place ou bien la mise à disposition, apparemment le Conseil des ministres a dit on aura 3 mois pour que la société puisse quand même permettre, pouvoir quand même récupérer les bouteilles, harmoniser les couleurs et commencer par faire la distribution dans ces zones-là. Et je pense que ça va régler le problème parce que là, en ce moment, la DPB va pouvoir quand même envoyer les produits, même au plus profond du Bénin, pour que les coûts n'arrivent pas quand même à... Voilà, il n'y aurait pas inflation des prix, par exemple, au niveau des consommateurs. Et je pense que c'est ce même problème qu'on avait toujours dénoncé par rapport à la distribution, par exemple, du ciment. Ou parfois, à cause du transport, il se fait que les gens ils spéculent un peu sur les prix, ou parfois dans certaines zones, c'est excessivement cher. C'est vrai que si on peut également régler ce problème à ce niveau, c'est vrai qu'il y a des luttes qui sont en train d'être faites, il y a des mesures qui sont en train d'être menées, mais c'est souvent insuffisant. Donc, on va accorder du crédit, par exemple, à la société dépôt pétrolier du Bénin pour pouvoir voir dans quelle mesure, d'ici les 3 mois, de la façon dont ils vont pouvoir mettre ce programme-là en œuvre et les populations pourront apprécier si ça a été bien fait et si ça apporte de la plus-value quand même aux consommateurs parce que ce n'est pas facile. Parfois, vous allez dans certaines maisons, les gens sont obligés d'avoir 2 ou 3 différentes bouteilles de gaz. Tout à fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils savent que l'autre sera en rupture, ce n'est pas évident qu'ils puissent trouver au moment opportun. Donc, il est obligé d'avoir une autre bouteille de ce coup-là, d'une autre compagnie, pour pouvoir aller échanger réellement. Et donc, ça pose réellement un problème. C'est vrai que dans d'autres pays un peu plus développés, ou bien parfois dans d'autres pays, ce qu'on aurait souhaité, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez votre bouteille, il y aura des coins où, par exemple, vous avez la possibilité d'amener la bouteille, on vous recharge le gaz, là, quelle qu'en soit la bouteille que vous aurez automatiquement, et vous repartez. Et donc, mais ça pose généralement un problème de sécurité, parce que lorsque vous voyez avec l'essence Paillon, qui cause énormément de dégâts, lorsqu'on va commencer par mettre à disposition des populations des coins où ils pourront aller recharger le gaz directement, si les structures ou bien les vendeurs, les distributeurs à ce niveau ne remplissent pas totalement les conditions de sécurité qu'il faut, c'est que l'explosion est plus rapide, puisque c'est un produit très inflammable. Mais il y a également des vendeurs qui comprennent, hein, et quand vous êtes habitué à eux, vous êtes des clients fidèles, ils arrivent à échanger, même si ce n'est pas la même bouteille que vous amenez. Et c'est une stratégie également de commercialisation, parce que là, ils veulent fidéliser leur clientèle. Parce que, oui, effectivement. Il faut que le distributeur ait les bouteilles des 2 compagnies. Non, pas forcément. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Je donne, ma femme, elle a une bouteille, par exemple, qui est d'une autre compagnie, par exemple, d'accord? On n'a pas fait la pub, hein? Non, je n'ai pas nommé. Non, maintenant, quand elle va à l'approvisionnement, par exemple, chez l'autre dame, chez la bonne dame, celle qui fait la distribution, c'est que celle qui fait la distribution, elle fait pour 2 produits, pour 2 différents produits. C'est-à-dire le rouge et le vert. Maintenant, à la maison, on n'a qu'un seul. Mais quand on va aller pour recharger le rouge et qu'elle n'a pas le rouge, par exemple, c'est qu'elle nous offre le vert parce qu'elle veut fidéliser, ou bien le bleu, elle nous remet le bleu, pour qu'on puisse quand même arriver à combler ce vide-là, pour pouvoir quand même satisfaire les besoins de la famille. Je pense que c'est une bonne mesure et on va voir avec le temps. C'est vrai que en mettant en œuvre... Est-ce que cela rassure et c'est synonyme de réduction du prix du gaz? Oui, c'est synonyme de réduction. Pourquoi? Il n'y a que cette seule société, par exemple, qui sera habilitée à distribuer le gaz. Ce qui fait que le prix que cette société aurait à fixer, et au niveau de la distribution, c'est-à-dire les prix seront déjà harmonisés parce que ce qui fait que généralement, il y a différence de prix lors des distributions. C'est parce qu'on n'a pas une seule société qui le fait. Et donc, quand ce n'est pas une seule société, vous irez vous approvisionner à telle société, vous allez voir que le prix est légèrement différent. La différence, c'est généralement 200, 300 ou parfois 500, ça dépend des zones. Et donc, quand cette société va harmoniser les couleurs et les prix, ça veut dire que tout le monde est au même... Je vais vous donner un exemple. Au niveau des stations-service, les prix n'ont jamais différé. C'est le même prix. Ça doit être 690 francs à la station. Et donc, c'est comme ça, c'est harmonisé. Et donc, quand c'est une structure... Malgré que c'est comme ça...
c'est plusieurs. Exemple, malgré les plusieurs structures. Voilà. Stations. Malgré que c'est plusieurs structures. Parce que mais c'est régulé harmonisé par à ce l'État. niveau-là. Voilà, c'est ce que je voulais Parce dire. que c'est régulé par l'État. besoin. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des sièges décentralisés de cette structure dans les localités les plus reculées? Forcément. Oui, je pense que si on veut vraiment couvrir tout le territoire national, on va Forcément, devoir- il y aura une délocalisation des structures. Pour permettre aux gens d'avoir accès, il faut quand même qu'il y ait des structures, il y ait des points de recharge, d'emplissage et tout le reste pour que les populations aient accès. Mais je voulais soulever quelque chose. Quand je prends le secteur de l'assurance, l'État n'a pas, en voulant enseigner le secteur, l'État, malgré qu'il y a plusieurs structures, l'État a enseigné le secteur et a harmonisé les frais. Par exemple, pour l'essence également, c'est la même chose. Pourquoi ne pas également s'imposer dans ce secteur-là pour dire, écoutez, désormais, la bouteille de gaz est à tel prix. Mais souvent, ils le font en Conseil des ministres. Même, vous voyez le prix des produits pétroliers, même au niveau du gaz, il y a à chaque Conseil des ministres, il y a le gouvernement qui sort les prix. Depuis mais 2004, les gens ne respectent pas. Depuis 2004, pour ce que j'ai suivi là, depuis 2004, le gouvernement a toujours fixé les prix. Mais ça n'a jamais été respecté. Aujourd'hui, quand vous allez donc dans une société d'assurance, on connaît déjà. C'est 1 an, vous voulez faire, 2 mois, 2 ans, vous voulez faire, on connaît le prix déjà. Et c'est fixé, c'est standard désormais. Mais à ce niveau-là, c'est qu'il y a une manipulation qui se fait et que les distributeurs ont la main, je dirais, la main libre pour faire ce qu'ils veulent. Donc, il fallait reformer autrement sans même imposer une seule société. Et le risque ici, c'est qu'avec la seule société, moi, je ne pense pas qu'on irait à la réduction de prix. J'attends peut-être dans 2-3 mois pour voir. Parce que la société, c'est qu'elle est garante. Elle a le monopole du marché. Donc, dès qu'elle a le monopole, c'est qu'elle impose. Et donc, vous n'avez plus d'autres offres à avoir. C'est elle qui s'offre ses services à vous. Et bon, je ne vois pas une réduction. Je vois peut-être désormais un maintien ou une augmentation légère encore. Peut-être, mais bon, c'est possible, On attend de voir dans 3 mois. Mais quel impact ces décisions pourraient avoir aujourd'hui sur les revendeurs ou les redistributeurs? Il y a ça. Parce qu'il y a des structures, il y a des personnes qui ne font que ce commerce-là, qui n'ont que des boutiques de en réalité, gaz. ces personnes ne pourront pas être écartées. Vous comprenez? Ils ne pourront pas être écartés dans la mesure, par exemple, il y a déjà beaucoup de circuits de distribution qui existent. Et donc, cette société, en s'implantant et en harmonisant, par exemple, bon, la société existe depuis, elle existe depuis. Donc, quand cette société va prendre le lead, par exemple, de la distribution, c'est qu'elle sera obligée, par exemple, de composer d'abord avec les sociétés de distribution de gaz qui existaient. D'accord? Et à partir de toucher les semi-distributeurs qui existent, d'accord, pour qu'en même temps, la population puisse avoir accès facilement. La seule chose, en réalité, lorsque vous prenez la base de données des sociétés aujourd'hui qui font la distribution de gaz, par exemple, c'est qu'il y a une base de données forcément et ils connaissent leurs gros distributeurs. D'accord? Ils ont un répertoire de leurs gros distributeurs. Et sûrement que la société va demander à ce qu'on mette à leur niveau cette base de données pour pouvoir leur permettre quand même d'aller toucher ces distributeurs-là pour qu'ils soient des relais, par exemple, de distribution pour la société. Parce qu'en 3 mois, si la société doit tout reprendre à zéro, ça serait très difficile. Donc, sûrement qu'ils ont mis en place un mécanisme qui va leur permettre quand même de travailler avec déjà les sociétés qui existaient déjà et de pouvoir quand même, à partir de pouvoir faire la décision. La preuve est que je ne pense pas que dans cette mesure-là, on puisse déjà demander la suppression ou bien l'inexistence de ces sociétés qui font la distribution d'ailleurs. Parce qu'en réalité, ces sociétés qui faisaient la distribution ont des stocks au niveau des dépôts, au niveau du port. D'accord? Et donc, on sait combien de quantités ils importent et comment ils font les recharges de telle façon. Donc, on connaît déjà. Donc, peut-être que ce sera un partenariat où peut-être on va centraliser tout ce qui viendra en matière de distribution au niveau de ces différentes sociétés. On va tout centraliser au niveau de la DPB aujourd'hui qui va pouvoir, à elle seule, pouvoir faire la distribution de ces produits-là. Le risque, c'est que celui qui a peut-être plusieurs stocks, qui travaille avec 2 sociétés différentes, et maintenant, il est obligé donc, de reverser toutes les bouteilles et de venir maintenant. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas,
une compensation à faire parce que les sociétés ne livrent pas au même prix les bouteilles de gaz aux gens. Est-ce qu'il y a une compensation à faire pour que, comme demande Carole, pour que le commerçant du coin, celui qui est spécialisé dans sa zone, ne connaît pas de faillite? Parce que c'est ça également. Il ne faut pas que la société vienne encore créer trop d'ennuis aux Béninois. De toute façon, on va espérer que ces aspects-là que nous soulevons ici, que ces aspects-là soient de toute façon, ce serait un problème qui ne sera pas totalement réglé. Qui ne sera pas totalement réglé parce que, tel qu'on l'a dit, cette société, même si elle est implantée, elle ne pourra pas desservir tout le Bénin. Ça, là, je suis très sûr. Parce que qu'est-ce qui se pose généralement également comme problème, c'est que lorsqu'il y a des gros distributeurs et qui ont l'agrément, qui prennent une quantité de gaz, quand il a dit, par exemple, ils ont l'agrément de 2 différentes sociétés, donc ils ont une quantité suffisante de gaz. Les sociétés leur remettent les gaz à un prix que tous y savent. Et vous, Carole, par exemple, vous avez une boutique. Et vous n'avez pas l'agrément. Mais il se fait que dans votre zone, la demande de gaz domestique est forte. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous serez obligé de venir chez moi pour que je vous vende le gaz au prix distributeur, au prix revendeur. Et vous, comme vous avez pris au prix revendeur, vous ne pourrez plus revendre à ce même prix. Et pour pouvoir défaire les gens de votre zone, vous allez augmenter légèrement le prix. Alors que cette société, je pense que en voulant s'installer, c'est qu'elle ne va pas forcément faire avec les semi-distributeurs comme vous ou les revendeurs comme vous, mais va faire avec les gros distributeurs. Et en faisant avec les gros distributeurs, c'est que le même problème demeure à ce que parfois, dans certaines zones, il y aurait un léger surcoût. Il y aurait un léger surcoût forcément, parce que la seule possibilité de ne pas pouvoir créer ça, c'est d'ouvrir assez de centres de distribution dans tout le pays pour que tout le monde ait accès, ce qui est au fur et à mesure. Ce qui est difficile, parce que même avec la création des stations-service aujourd'hui, il y a certaines zones aujourd'hui où il n'y a pas de stations-service, c'est difficile d'avoir de l'essence. Alors, dans ces zones-là, comment est-ce que les gens vont pouvoir vendre? C'est là où l'essence Frelaté et l'essence Payor fait toujours sa loi dans ces zones-là. Et les populations sont obligées de le prendre, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, le réel problème va se poser également à ce niveau, où même tout ce qu'on dénonce aujourd'hui par rapport à l'accessibilité au gaz, par exemple, le seul problème qui serait réglé, c'est l'interchangeabilité. À part l'interchangeabilité, si c'est au niveau du surcoût, par exemple, de la spéculation au niveau des coûts, ce serait difficile à régler, parce que tant qu'on ne va pas pouvoir desservir toutes les zones, le problème va rester toujours posé. Voilà. Il faut peut-être utiliser la politique je ne fais pas de la pub ici, de cette société qui produit les boissons, où les prix sont justement, également. Oui. Mais encore que là aussi, même dans ce même Cotonou, dans les bars, il y a certains bars qui augmentent le prix. Donc, sincèrement, nous sommes... Au moins, à certains endroits, on sait que telle boisson, c'est à tel prix, on sait ça. Et puis, ça marche. Bon, quand vous rentrez... L'évidence est claire. Dans les VIP, il serait très difficile d'harmoniser les prix. Voilà. L'autre chose qui est à 600, par exemple, c'est à 700. Ah, ou 700, 800, ou même 1000 francs. On vend aussi l'environnement. Donc, non, il doit y avoir forcément une politique pour uniformiser donc, les prix. Ça va permettre également... Si vraiment on veut permettre aux citoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au gaz, il faut donc uniformiser le prix. Ça va permettre également aux gens d'avoir accès aux produits. C'est pourquoi moi j'ai dit le premier problème qui est réglé là, c'est l'interchangeabilité des bouteilles. Ça, c'est le premier problème qui est réglé, qui est bien. Mais mis à part ça, ce qui est lié au on pourra dire que dans la mise en œuvre de ces réformes également, ils pourront résoudre les problèmes au fur et à mesure. Parce que c'est pas pour demain la solution. Non. Nous allons aborder un autre sujet. Ce sera avec le quotidien d'Abarou. Gestion efficace des déchets ménagers et assimilés à Parakou. Un centre d'enfouissement technique bientôt construit. Ah oui, c'est un pas, le géant que fait la SGDS. Il faut rappeler que depuis 2020, oui, je crois 2020-2022, cette société travaille pour l'assainissement de nos grandes villes. Et après, les villes de Grand Okoué, Parakou, donc, investies par les agents, les animateurs et autres de la SGDS.
et aller construire un centre d'enfouissement technique à Parakou, c'est un pas dans la gestion efficace donc, des déchets ménagers et assimilés à Parakou. Et je pense que c'est aussi une autre porte ouverte à l'emploi dans cette zone-là. Et pour moi, je pense que il faut saluer cette dynamique-là qui est en cours aujourd'hui à la SGDS et saluer déjà cette dynamique également au niveau du gouvernement qui, après 2 ans, on a compris que oui, il fallait faire, il fallait y aller. Et pour moi, Parakou doit saluer, doit remercier le gouvernement pour cette, bien évidemment, cette décision de la création de ce centre d'enfouissement. Un centre d'enfouissement, Marc Gudjano à Parakou. Oui, je pense que ce projet rentre dans la droite ligne de pouvoir étendre également tout le travail que fait la SGDS en ce qui concerne les déchets et qu'il faut quand même, lorsque vous étendez vos activités dans une zone, c'est qu'il faut analyser, voir la politique qu'il faut mettre en place pour que les travailleurs ou bien les populations qui veulent bénéficier de vos services puissent vivre également dans les meilleures conditions qu'il faut. Et ce qu'il faut également, c'est de pouvoir mettre ce type de centre-là en œuvre pour pouvoir pour que les déchets ne deviennent pas encore des problèmes d'ordre sanitaire pour les populations. Et cela passe également par ce dépôt d'enfouissement qui doit respecter normalement toutes les conditions requises en matière de sécurité sanitaire pour pouvoir permettre aux populations de ne pas être infectées parce que lorsque vous enfouissez au niveau du sol parfois, c'est qu'il peut arriver que ces déchets parfois puissent aller vers les eaux et que ça puisse infecter. Et donc quand c'est fait dans les conditions requises, avec les moyens qu'il faut, je pense que ça met à l'abri de tout danger sanitaire. Et donc c'est dans cette droite ligne qu'avec l'extension du réseau de la SGDS qui s'étend aujourd'hui vers Parakou et aussi qui ira également vers d'autres villes, ça va permettre quand même de régler ce problème-là. Parce que les déchets, lorsque la SGDS va pouvoir les recueillir au niveau des maisons, par exemple, et va pouvoir les centraliser vers un dépôt, c'est qu'il va falloir quand même trouver le moyen de pouvoir en tout cas, enfouir ces déchets-là pour que ça ne soit pas également des sources de maladies et autres. Et ailleurs, moi, c'est l'occasion également de pouvoir Pourquoi ne pas penser à la transformation de ces déchets? Parce que la majorité des déchets que nous produisons est quand même transformable. Oui, la transformation, ça englobe un certain nombre de processus qui est un peu délicat. Lorsque, par exemple, déjà chez nous, par exemple, il n'y a pas la répartition au niveau des poubelles. Ailleurs, là où les déchets sont beaucoup plus transformés, il y a une répartition. Là où il faut déposer les déchets plastiques sont à part, solides, à part, liquides sont à part. Et donc déjà, on n'a pas... Donc on n'a pas ce tri-là qui se fait déjà au niveau de nos populations. De nos maisons. De nos maisons, il n'y a pas ce tri qui est fait. Et lorsque la société envoie les déchets vers leur dépôt habituel, par exemple, donc il va falloir alors recruter des agents pour pouvoir faire le tri à ce niveau-là, et afin de pouvoir aider à pouvoir faire ce que vous êtes en train de pouvoir proposer. Mais justement, c'est des réformes qu'on pourrait imposer à tout Béninois, parce que ça ne nécessite aucun franc en réalité. Je pense qu'on est au début. C'est pas forcément payé. Oui, le tri au niveau de nos maisons. C'est faisable, parce que lorsque nous faisons le tri, peut-être nous avons 3 poubelles tout simplement, et on met les déchets plastiques, on n'a même pas besoin d'avoir 3 poubelles aujourd'hui. Voilà. Carole, aujourd'hui, nous avons les sachets plastiques. Les sachets poubelles qu'on peut acheter dans les supermarchés. Mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Mais il y a des sachets qu'on peut avoir et sans aller dans les supermarchés et répartir nos déchets. Là, ça ne nécessite pas qu'on paye de frais à l'État ou à une société quelconque. Et ça permet au fait de valoriser ces déchets-là. Et j'estime que c'est des réformes qu'on peut facilement imposer parce que ça ne nécessite pas qu'on sorte de l'argent. Et au-delà de ça, on ne fait pas ça. Et quand on enfouit ces déchets, le risque est là également. Les risques sanitaires sont là. Est-ce qu'il ne faut pas préconiser déjà ces réformes aussi faciles et accessibles pour les familles? Non, le problème est que nous sommes passés d'une étape A à une étape B. Avant là, est-ce qu'il existait une société qui faisait le travail que la SGDS faisait? Non.
Ça n'existait pas. Même les quelques rares sociétés privées qui existaient ne faisaient même pas bien le travail. On est passé de cette étape à une étape où il fallait bien structurer les choses. Il va falloir mieux repenser les choses. On a bénéficié la naissance de la société. Voilà. Donc, on a bénéficié de façon gratuite pendant un temps pour pouvoir nous habituer à l'utilisation de ces poubelles-là dans toutes les maisons, au moins dans les grandes villes. Aujourd'hui, maintenant, il faut peut-être commencer par à repenser. C'est-à-dire de façon progressive. Commencer à sensibiliser. De façon progressive, commencer à... Vous savez que même dans certaines maisons... de cette tri dans nos maisons. Non, même au niveau des poubelles. Je voulais rappeler, même au niveau des poubelles, lorsque nous avons les poubelles, je dis, devant chez nous, par exemple, je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, il y a des populations qui se lèvent très tôt les matins, qui passent devant les poubelles pour pouvoir faire le tri de tout ce que vous avez dit là, les matières plastiques et autres. Ils font le tri et ils partent pour pouvoir desservir ceux qui connaissent l'utilité des ordures, exactement, et pouvoir utiliser ça. Donc, il y en a qui le font. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la SGDS, je peux dire, est dans une dynamique déjà de pouvoir assainir notre cadre de vie, par exemple, à partir de nos maisons, même dans nos rues également. Et après ça, peut-être, ils vont réfléchir peut-être à pouvoir essayer de mettre en place. Parce que lorsque vous en parlez, il ne faudrait pas qu'on arrive à pouvoir faire cette tri et que c'est ailleurs qu'on va encore envoyer pour faire la transformation. Il faut mettre en place des usines ici qui vont pouvoir faire la transformation. Et donc tout ça, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il faut tout un programme bien structuré pour pouvoir mettre cela en place. Avec l'arrivée de la SGDS, c'est tout un programme qui a été mis en place. Ce n'est pas venu de façon spontanée comme ça. Ça a été mûri, ça a été réfléchi. Et sûrement au niveau, peut-être, même si l'État a une continuité, peut-être avec le gouvernement qui va venir après 2026, ils mettront également une politique en place pour pouvoir permettre à ce que quand même on puisse mettre à disposition des structures, des sociétés qui puissent permettre de faire la transformation de ces produits-là. Et l'autre chose que vous avez dénoncé également et qui est primordiale, c'est que même au niveau de la SGDS, le travail qui se fait, moi je ne l'aime pas, j'aime pas, surtout quand on met des dépôts, d'accord, au niveau des centres-villes. Vous allez par exemple au marché Tokpa, par exemple, au marché Tokpa à Calavi, par exemple. Le dépôt de la SGDS n'est pas loin du marché. Le dépôt de stockage de la SGDS n'est pas loin du marché. Et donc ça pose un problème sanitaire grave. D'accord? Et donc, il va falloir que lors de l'implantation, par exemple, des centres de stockage, par exemple, il faut voir l'impact environnemental pour voir les dégâts que ça peut créer. Parce que même si on n'envoie pas dans le marché les odeurs, tout ce qu'il y a, les microbes, tout ça, ne sont pas loin de l'embarcadère de Calavi. Et à l'embarcadère de Calavi, il y a les vendeurs de poissons, il y a également l'autre marché qui est également là. Et donc, ça pose également un problème sanitaire. Bon, Henri, l'embarcadère donc sera reconstruite. Non, déjà, moi, je voulais saluer déjà une dynamique au niveau de la SGDS. Vous avez parlé tantôt donc d'imposer cette réforme-là aux citoyens, aux propriétaires. Oui, je pense qu'à un moment donné, pour avoir participé à plusieurs séances... Pas forcément imposer, mais commencer déjà la sensibilisation. Oui, la sensibilisation, elle est faite. Je crois que ça fait chaque mois, la SGDS va sur le terrain, dans chaque localité. La dernière fois, je crois que c'est à Kassato et Godomain, et où on va donc dans les lieux publics, les marchés et autres endroits pour sensibiliser les citoyens sur le tri, la valorisation donc des déchets. Oui, comment il faut faire, comment il y a les démonstrations qui sont faites, et avec bien évidemment les experts et qui viennent pour vous dire non, désormais quand vous avez fini de consommer donc votre Coca-Cola par exemple, je ne sais pas la pub, il faut déposer donc le plastique ailleurs. Vous l'aviez fait? Continuez. Allez-y. Quand vous avez fini de consommer de la cassa, bon, vous pouvez déposer donc les feuilles à part et tout le reste. Donc il y a cette séance de sensibilisation qui est faite très souvent avec démonstration pour permettre aux citoyens de comprendre. Mais la chose c'est que il faut que ça rentre dans les habitudes. Donc, il ne faut pas peut-être que ce soit une seule... en un mois qu'on les sensibilise. Je pense qu'il faut un travail... périn pour que les gens arrivent à comprendre la nécessité donc, de faire le tri à chaque fois. Et quand vous faites le tri, ça permet également à ceux qui viennent ramasser chez vous... Ça facilite le travail. Le travail aux animaux, aux ramasseurs. Parce que eux autres, également, quand ils ramassent et quand ils vont dans les centres de dépôt, comme tu l'as dit là, il faut également le tri à ce niveau-là. Donc, le centre de dépôt qui est à Calavi dont vous parlez, je n'ai pas visité ça, mais je sais qu'à un moment donné, il y a encore une autre équipe qui travaille là et qui fait le tri à ce niveau-là, de regroupement et qui font le tri. Moi, je crois, j'étais à
à Blanganan, vers Porto-Novo, quelque part avant Porto-Novo, où il y a une dame qui a créé un centre de tri carrément, où les bâches que vous utilisez quand vous finissez les cérémonies, elle prend ça, elle réutilise ça pour soit faire des gobelets, soit faire des pots de fleurs et tout le reste. Et donc, ça permet de Il y a valoriser. également une agence suisse à Alada qui transforme les déchets Voilà, également. qui permet donc de valoriser les déchets. Mais ici, il faut rappeler que la SDS, aujourd'hui, comme il a dit, on ne connaissait pas donc cette société. Aujourd'hui, avec le balayage, avec le nettoyage donc, de nos déserts et de rues, je pense qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus acceptée par la population du fait du travail qu'elle a. Mais il y a que ce sont d'enfouissement technique, ce n'est pas on ne plante pas dans des zones comme ça. Il faut toujours d'études d'impact environnemental, même écologique, pour voir est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'on ne va pas avoir de problème. Mais réellement, est-ce que ces études-là sont faites? Non, si elles sont faites, est-ce que... Je prends la zone de Calavi. Là où par exemple, il y a autant de Woussouguédé. Il y a même une zone où il y a un site qui était destiné aux eaux usées et tout le reste. À ce moment-là, il n'y avait personne dans l'environnement. Aujourd'hui, allez voir, les gens se sont installés autour du site en quête, bien sûr, d'habitat, en quête de où rester. Donc, il fallait quand même, après les études, après que le site ait été installé, il faut quand même ceinturer le site pour que les gens n'aient pas accès au site. Vous allez à Kansopa, où il y a notre site de dépôt, vous allez voir que les gens vont là-bas pour aller chercher les bouteilles dans lesquelles on vend les boissons et tout le reste. Parce que, après, les autres, ils vont revendre. Ils vont revendre. Et donc, il y a également ce tri manuel qui se fait par les commerçantes et tout le reste. Donc, pour moi, il faut peut-être sensibiliser encore chaque jour. Même s'il faut même passer par faire porte à porte pour sensibiliser les gens sur les retombées du tri, il faut le faire. Ça permet également de valoriser donc, les déchets. Voilà. Autre sujet à aborder sur ce plateau, il s'agira de l'avis de Saka Saleh au plan politique. Proposition de démission collective. Saka Saleh soumet l'opposition parlementaire à un haut risque. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, je pense que chacun est dans son rôle. Saleh est dans de la diversion politique, moi je puisse le dire, c'est de la diversion politique, parce que on sait déjà dans quel climat se trouve notre pays, surtout à la veille des élections, et on comprend déjà combien de fois plusieurs institutions on a déjà la même mise sur plusieurs institutions, et donc l'opposition qui peine à se chercher déjà dans ce climat-là très difficile, avec le cadre de concertation de l'opposition qui a initié avec la société civile l'audit du fichier électoral, avec la relecture du code électoral qu'on est en train de demander. Et donc, du coup, je pense qu'il joue à une carte très dangereuse. Si l'objectif est d'interpeller l'opinion ou d'exprimer une aspiration légitime, je pense que ce n'est pas du tout bon. Ce serait suicidaire, ce serait suicidaire pour l'opposition de pouvoir démissionner du Parlement. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend les députés de l'opposition, ils ont été envoyés, d'accord, par la population, par une tranche de la population. Parce qu'ils ont été élus, ce sont des élus. Et donc, quand vous êtes élu en tant que député de l'opposition, ça veut dire que ce sont des citoyens qui vous ont fait confiance, qui vous ont donné leur accord pour aller les représenter au sein du Parlement. Et pour aller défendre un certain nombre d'intérêts liés à la population. Et donc, demander à ce que ces députés démissionnent, c'est comme leur demander de renoncer, à l'engagement qu'ils ont pris, vis-à-vis de leur mandat. Et donc, c'est irréaliste. Ils vont démissionner dans quel contexte? Pour quel but? Pour quelle fin? On veut... Donc, c'est pourquoi moi je parle de diversion politique. Parce que la majeure partie des partis qui existent, par exemple,
qui sont plus représentés, par exemple, sur l'échiquier national, c'est les partis de la mouvance présidentielle. Et les partis d'opposition constituent des partis de contre-pouvoir, d'accord, pour pouvoir permettre au pouvoir en place de pouvoir, chacun dans son rôle, chacun dans son rôle. Autant les partis de la mouvance présidentielle sont dans leur rôle de pouvoir encenser le gouvernement, de pouvoir soutenir les programmes d'action du chef de l'État, de pouvoir encenser le chef de l'État, de pouvoir encenser toutes les réformes qui sont mises en œuvre, de ne jamais voir le côté négatif des choses qui sont faites. C'est de la même façon, les partis de l'opposition ou le parti de l'opposition, les démocrates par exemple, est dans son rôle également de pouvoir critiquer tout ce qui ne va pas, de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. Si vous êtes dans un pays où tout le monde doit dire oui, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et donc, demander à ce qu'il démissionne, c'est comme si demander à ce qu'on ait seulement uniquement que des partis qui sont de la mouvance présidentielle et qu'il n'existera aucun parti de l'opposition qui existe au sein du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, même les démocrates, en leur sein, avec l'effectif qu'ils ont au sein du Parlement, est-ce qu'ils gênent en tant que tels? Ils ne gênent pas en tant que tels. Au contraire, la majorité des partis qui sont au niveau du pouvoir de l'Assemblée, c'est les partis de la grande mouvance présidentielle. Et ils déroulent leur politique, ils votent leurs lois comme ils le veulent. Et donc aujourd'hui, demander à ce qu'ils démissionnent pour quel objectif, pour quel but, je ne sais pas. De toute façon, on comprend que chacun est dans son rôle, l'honorable Saleh est dans son rôle, et on ne peut pas le lui refuser. Donc c'est son opinion, mais néanmoins, ça ne participe pas à l'équilibre des pouvoirs dans un système démocratique où chacun doit jouer son rôle et les partis de l'opposition un rôle prépondérant dans le système démocratique. Il faut déjà faire un prêt les auditeurs, les téléspectateurs sur ce que souhaite Saka Saleh. Il s'est appuyé donc sur l'article 150 du Code électoral qui dit que si un cinquième arrivait à démissionner, qu'on allait refaire des élections anticipées, partielles. Ouais. Et que lui, il souhaite que les démocrates qui ont 28 députés, qu'ensemble ils démissionnent pour qu'on teste le code électoral avec les élections partielles. Mais il a oublié quelque chose. Le code qui est voté là, pour ce que moi j'ai appris, pour ce que annoncé là, ce sera utilisé en 2026. Donc pas en 2025. Même si donc les démissionnaient, c'est l'ancien code qui sera encore utilisé. Exactement. Parce que c'est ça. Mais le risque, c'est que... C'est quoi le risque? Allez-y. C'est difficilement que les gars soient arrivés à trouver 28 députés. Tu leur demandes maintenant de tous démissionner parce qu'on veut tester le nouveau code électoral. Ils vont démissionner, ils vont pleurer. Ils vont démissionner, on va reprendre les élections effectivement, d'accord, avec l'ancien code, et ils ne vont pas se retrouver avec 28 députés. Ils vont se retrouver avec 2 députés ou 3 députés. Et qu'est-ce pour vos affirmations? Non. Et également, à quel temps de l'échéance de 2026, ça brouille toutes les cartes. Ça brouille toutes les cartes. Ça brouille toutes les cartes. Et là aussi, il faut dire que, vous savez quoi? Le contexte qui a conduit à l'élection de 28 députés, on n'est pas dans le même contexte. On quittait le Parlement monocolore. Exactement. Où les citoyens avaient soif d'avoir des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont tout fait. Et les gens qui ont voté, même sans connaître, je le dis très souvent, sans connaître même celui qui tient la liste. Mais aujourd'hui, vous leur demandez de démissionner parce que pour vous, ce sera une porte pour aller tester le code électoral. Parce que 20% a été créé, 10% a été créé. Mais on ne va pas utiliser le nouveau code, on va utiliser l'ancien code. Parce que le nouveau code, là, va commencer par être exécuté à partir de 2026. Donc pour les élections qui viennent là. Il soumet les gens à un risque, ils démissionnent et puis c'est fini. Il y a un cataclysme dans l'environnement politique. Et je ne suis pas sûr, même si c'est faisable, je ne suis pas sûr que les députés démocrates vont accepter démissionner. Vous oubliez que c'est difficilement que les députés sont retrouvés là. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont engrangé, à part la fonction politique qu'ils exercent quand même, il ne faut pas oublier que ça leur permet de se nourrir, de se vêtir, d'accord?
Et il faut être d'un niveau donné pour laisser ces intérêts-là. Pour dire, je veux tenter quelque chose. Écoutez. Donc, la proposition ou la lecture, les analyses de Si vous voulez, vous pouvez prendre un député démocrate pour demander cette proposition de Saka Sali-là, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Là, on dit, les citoyens ne nous ont pas envoyés là-bas pour démissionner. C'était si facile de démissionner. Beaucoup de ministres allaient déjà démissionner du gouvernement. Hein, et beaucoup de députés parmi les mouvanciers allaient déjà démissionner. Il y a des députés qui sont là, qui foutent rien, qui font rien, qui ne font rien. Ils ne savent même pas pour quel motif on vote, quelle loi. Oui, il y en a beaucoup plein. Le vrai contenu des lois. Oui, le vrai contenu des lois, il y a beaucoup de députés qui ne le savent pas. Donc, même en leur sein, là, ils n'ont qu'à demander aux leurs de démissionner. Avant de demander aux autres qui essaient quand même de pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir, de pouvoir démissionner. C'est comme s'ils demandaient qu'on soit dans quel type d'État, ou bien dans quel type de système démocratique. Ils ne vont pas se retrouver avec 28 députés. Donc, le cas fait essai. Non, rien ne prouve. Hein. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. On est en politique et le contexte n'est plus le même. Du moment où le contexte n'est plus le même, vous n'allez pas retrouver les mêmes résultats. Soit ça diminue, soit ça augmente. Mais si 28 députés... Ils peuvent également travailler à avoir plus. Mais là où ça va être difficile, si les 28 députés démissionnent, parce qu'ils se retrouvent dans 14 circonscriptions, je crois, hein, mais 15, on va reprendre les élections. Vous savez que, si je prends Abou Kalavé par exemple, où ils ont deux députés, dans la 6e, je prends la 6e, où ils ont 2 députés. Parce que si on reprend les élections ici, les élections partielles ici, parce que la même envergure, le même courage que les gens... Ce n'était plus dans le même climat qu'aux dernières élections. Déjà que, oui, ils jouent un rôle de contre-pouvoir. Forcément, ça va impacter. Ça va impacter. Si on prend 5 personnes, on dit, bon, ce député, jusque-là, il n'a rien fait. Il ne fait que parler. Ou bien, oui, ce député, oui, on n'a pas de retour, il n'a rien fait pour notre localité. Ça va changer totalement les choses. Soit le nombre va diminuer, soit le nombre va augmenter. Mais pour ce que le contexte n'est plus le même, pour qu'on se retrouve avec... En fait, l'objectif derrière, c'est de fragiliser l'opposition ou de créer une polémique qui n'existe même pas. Merci Marc Goudjanou, merci Henri Yambodé.